Salut Camille, comment ça va? Ça va très bien, Thomas. Et toi? Ouais, ça va. Thomas, ça me fait toujours bizarre que tu m'appelles Thomas. C'est pas trop mon nom de code, mais bon, C'est vrai, mais moi je te connais plus sous Thomas. c'est vrai. Et moi, est-ce que je dois t'appeler Maître ou Camille, ça ira? Non, moi on m'appelle Camille, je préfère. Je préfère. Ok, super. Bon, écoute, je suis très content de t'avoir, tout simplement parce que ça va changer, je pense, que des podcasts habituels, puisque si je dis Maître, bah, il y a une annotation derrière. Tu es donc avocate, on aura du coup le plaisir d'en savoir plus. Et je pense qu'on va pouvoir aller titiller certaines euh, pratiques marketing et je pense que ça va être un épisode assez sympa. On va voir ça ensemble. Yes, trop bien. Mais écoute, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter en une phrase. Me présenter en une phrase. Donc, je m'appelle Camille Pipelier, je suis avocate sur Paris et j'accompagne les entrepreneurs qui ont une activité en ligne et les créateurs de contenu pour qu'ils puissent développer leur activité sereinement. Bien, un bon pitch. Super. Ce que j'aime bien faire au tout début, c'est de comprendre un petit peu dans quel cadre familial t'as grandi. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que tu avais des parents entrepreneurs? Et essayer de comprendre un petit peu le cheminement. Alors moi, j'ai un grand frère et donc mon père, lui, avait une entreprise et a toujours son entreprise, donc une entreprise de menuiserie dans laquelle ma mère travaillait aussi. Donc j'ai grandi effectivement dans un milieu entrepreneurial, un peu différent parce que le monde du bâtiment, c'est pas tout à fait pareil, mais très intéressant aussi. Et je pense que il en ressort aussi pas mal de valeurs en termes de mindset euh, aujourd'hui dans la manière dont j'exerce. Je pense que ouais, tu as réussi à reprendre des petites choses ou soit des pratiques ou soit des trucs. Ah non, faut absolument pas que je fasse comme ce qu'a pu faire mon papa. Pense que dans le mindset, c'est-à-dire que bah quand on a une activité, quand on entreprend, bah il faut toujours aller au bout. Que l'entrepreneuriat c'est des hauts, mais surtout des bas. Et dans les bas, il faut prendre les bonnes décisions et savoir rebondir. Mais il faut savoir que ça fait partie du processus. Moi, je vois beaucoup de personnes, y compris dans les personnes que j'accompagne, qui se disent bah l'entrepreneuriat au départ tout est beau et dès qu'il y a un bas ils sont surpris, il y a des déceptions et parfois du coup ça peut conduire à l'arrêt de l'activité ou à de la démotivation alors qu'il faut juste comprendre que ça fait partie en fait du process, qu'il faut l'accepter et se dire OK, il y a une problématique, comment je peux la résoudre et comment je peux avancer encore mieux et s'en servir justement pour aller encore chercher davantage de développement et en ressortir grandi. Ouais, effectivement, je te rejoins parfaitement. Je pense que l'une des principales causes d'échec et d'arrêt justement de boîte, c'est malheureusement le mindset qui conduit potentiellement après à des erreurs stratégiques et de trésorerie et tout ça. Mais l'état d'esprit et de savoir persévérer en tout cas, c'est vachement important. Ouais. Complètement et puis après je dirais il y a la détermination. Moi, je sais que dans ce que je propose, ma priorité, c'est mes clients, mon delivery. On pourra en parler d'ailleurs sur le marketing parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup dans le monde infoprenarial bah, des techniques marketing très fortes pour pouvoir Ouais. acquérir des clients. Mais après, sur le delivery, c'est un peu différent. Et c'est vrai que moi, j'accorde énormément d'importance à la qualité des services que je vais fournir, quitte à effectivement avoir moins d'énergie sur mon acquisition étant donné que je mets énormément d'efforts sur mon delivery, ça conduit à des recommandations et les recommandations, c'est aussi, le meilleur marketing du monde. Ça, je pense qu'aussi ça vient un peu de mon papa qui est un comme ça, dans son métier. C'est-à-dire que lui, il accordait énormément d'importance à la qualité et c'est ce qui fait que même s'il était situé, dans une petite campagne au fin fond de la France, eh bien, il y avait des grandes entreprises, de Paris, des grands magasins, qui faisaient appel à lui parce qu'ils savaient que la qualité était là, que la personne respectait les délais, que c'était quelqu'un de sérieux, de professionnel. Donc c'est très important, pour moi de prendre soin de ses clients. Bien. Bah, ça, c'est déjà un très bon tips. J'aimerais que tu me dises un petit peu, voilà, ton parcours scolaire, comment on fait pour devenir avocate et comment ça s'est déroulé pour toi cette période-là. C'est pas simple, hein, de devenir, avocat. C'est des études de droit, donc c'est une licence de droit, donc de 3 ans dans un premier temps. Donc moi, j'ai fait ma licence, sur Paris et puis après on fait un M1 où on va se spécialiser, un petit peu plus. Donc moi, je me suis spécialisée en droit des affaires et fiscalité. J'ai fait beaucoup de fiscalité internationale également et puis un M2 où on va encore continuer dans notre spécialisation. Moi, j'ai poursuivi droit des affaires, fiscalité, gestion d'entreprise, analyse financière
Et en parallèle, bien sûr, on fait des stages et moi, je pense que les stages, ça a été, déterminant pour moi parce que c'est ce qui m'a donné la motivation. Parce que les études de droit, c'est assez chronophage, c'est apprendre des textes par cœur, c'est apprendre des décisions de justice par cœur et le fait de faire des stages tout au long de mon cursus, ça m'a vraiment donné la motivation, de travailler et d'avoir une vision aussi, pour plus tard. Parce que souvent, on voit beaucoup d'étudiants en droit qui s'arrêtent en licence et c'est pas très, comment dire? C'est des études qui sont quand même très compliquées et voilà, qui mêlent peu de pratique finalement si on fait pas de stage, qui sont assez théoriques. Donc j'ai fait beaucoup de stages et après donc on va à l'école d'avocat. Donc on passe un examen pour entrer à l'école d'avocat. C'est aussi, une grosse étape qui nécessite beaucoup de préparation. Une fois qu'on a cet examen, on rentre dans l'école d'avocat. Ça dure 2 ans, donc on rajoute encore 2 années et au cours de ces 2 ans, donc c'est principalement des stages, en cabinet et on a des stages aussi, hors cabinet à réaliser. Donc moi, je l'ai fait à la direction fiscale de BNP Paribas et ensuite, on peut enfin, prêter serment. Donc il y a aussi un examen à la fin de cette école et puis on prête serment et on intègre, les cabinets. Donc c'est un petit parcours, hein, quand même, hein. Donc ça fait quoi, 8 ans après le bac, c'est ça? Oui, à peu En près. plus, ouais. C'est ça, c'est 8 ans. Alors, ça t'a fait quoi de prêter serment? Moi, je vois ça que dans les films. C'était très émouvant, alors surtout qu'en plus moi j'ai fait mon cursus à Paris et à l'époque donc la prestation de serment se faisait à la cour d'appel de Paris, dans, l'ancien, tribunal judiciaire qui est plus trop utilisé aujourd'hui. Donc c'est un lieu qui est vraiment chargé d'histoire, donc c'est très émouvant, hem, parce qu'on se dit: «Ça y est quoi, maintenant, on a fait cette étape-là, on enfin moi j'étais déjà dans un cabinet qui après, me prenait en tant que collaboratrice, donc j'avais une continuité. Mais, on se dit quand même c'est la validation d'un chemin, d'un parcours qui n'a pas été simple, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et voilà, c'est l'accomplissement de tout ça, donc c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Je veux bien le croire. Ah, déjà, félicitations à ça. Avant ça, du coup, t'avais fait quoi? Un bac L, J'avais fait ES? un bac ES, et puis après, bah, du coup, j'ai été sur Paris. Donc moi, j'ai fait ma scolarité, enfin mon lycée, sur Angers, puisque mes parents sont de la région et puis après je suis montée à Paris, du coup pour réaliser, mes études de droit. Ok. Et elle était comment, du coup, la Camille, que ce soit en élémentaire ou au collège, parce que là, c'est très carré. Là, on parle vraiment d'une avocate, Camille, très, très droite. Comment elle était un petit peu la Camille, d'avant? C'est une bonne question. J'ai toujours été j'ai bien travaillé, mais j'avais pas des résultats exceptionnels. Franchement, mon bac, j'ai pas eu des résultats exceptionnels. Je voulais vraiment faire du droit, mais en même temps, je voulais travailler tout de suite. Donc j'ai hésité, je dis à mes parents: «Moi, j'aimerais bien faire un CAP, comme ça je travaille tout de suite, je gagne tout Ça de suite appelait de de quoi, du l'argent» coup? et je l'ai pas fait. Ma mère m'a dit: «Ah Camille, fais tes études de droit, tu as toujours voulu, être avocate, vas-y à fond» et du coup, je suis montée sur Paris et là, lorsque je suis rentrée, en fac de droit, mon premier examen qui avait lieu au mois de novembre, j'ai 4. J'ai 4. Mon chargé de TD me dit: «Camille, il faut que tu changes de voie, tu y arriveras jamais, heu, c'est pas pour toi le droit» et en fait, je pense qu'il m'a piqué Ça et piquait, après ouais. tout au long de l'année, donc je faisais tous les exercices. On avait 3 exercices à faire. On en choisissait un. Moi, je faisais toujours les 3 toutes les semaines dans toutes les matières. J'ai travaillé, travaillé, travaillé et à la fin de l'année, j'ai fini major de promotion sur toute ma licence, y compris pendant mes masters. Mais c'était pas facile, ça demandait beaucoup de travail. Par contre, là, sur les études de droit, c'était beaucoup plus de travail que pendant ma phase lycée, collège. Mais c'était différent parce que j'aimais ce que je faisais. Ce que j'ai toujours aimé dans le droit, c'est que j'avais l'impression que ça me permettait de comprendre la société dans laquelle je vivais. On apprend des principes, on apprend des règles et j'avais l'impression de mieux comprendre mon environnement. Ça m'intéressait énormément. Plus après les stages, qu'on réalisait dans différents cabinets, ça prenait sens en fait tout ce qu'on apprenait et vraiment, je pense que c'est ça en fait, quand on trouve la voie qui nous plaît, on donne tout, on s'en donne les moyens et après généralement, bah, ça marche quoi, ça fonctionne bien. Yes, je suis d'accord. Et du coup, tu as mentionné juste CAP, c'était un CAP de quoi que tu voulais faire?
J'avais pas, forcément de CAP spécifique en OK, tête, mais je me disais: «Moi, si je fais, serveuse, ça me va très bien, je veux gagner de l'argent». J'ai toujours travaillé, j'ai travaillé depuis, l'âge de 16 ans, tout le temps et je me disais: «Je veux gagner ma vie, je veux déjà être un petit peu indépendante autonome. financièrement», OK. donc je voulais travailler et puis, c'est là où ma mère m'a dit: «Mais fais ce que tu as envie de faire, t'inquiète pas, on va te soutenir» et je pense que ça m'a aussi donné une responsabilité supplémentaire de savoir que, bah, mes parents allaient financer des études qui coûtent cher quand même, surtout sur Paris. Il y a le logement, il y a la scolarité, donc ça m'a vraiment, je pense ça a conduit à me déterminer dans ce que je faisais. Je me disais: «Je peux pas échouer, quoi, il faut que je réussisse» et du coup, ouais, voilà un peu pour le parcours. Ouais, trop bien. Donc ça, c'était la 1re étape de ta vie. Hem, Tu dis que du coup, tu as prêté serment et ensuite tu avais déjà été, pas embauché, mais en tout cas, tu avais déjà trouvé tes collaborateurs. Comment ça s'est passé justement? En fait, à l'école d'avocat, on a déjà, donc des stages obligatoires. Donc moi, j'avais travaillé dans des cabinets américains, dans des cabinets anglais. Pendant mon M2, j'avais aussi fait un très long stage dans un gros cabinet français sur Paris et donc tous ces cabinets, bah, potentiellement déjà, ils vous connaissent et quand on a bien travaillé avec eux, ils sont susceptibles de nous prendre à l'issue de la prestation de serment. Mais lorsque j'ai prêté serment, j'avais un autre cabinet en tête qui m'intéressait un peu plus et avec qui je travaillais déjà. C'était un cabinet qui était spécialisé dans la gestion patrimoniale, des grands dirigeants, donc notamment, de maisons de luxe, où on gérait en fait tout l'aspect patrimonial, fiscal et j'avais, beaucoup de responsabilités dans ce cadre. L'associé avec qui je travaillais était vraiment incroyable et m'a beaucoup appris et le fait que ce soit aussi un cabinet un peu à taille humaine, c'est ce qui avait, je pense conduit à ce que je fasse ce choix. Donc je me suis plutôt orientée sur ce cabinet où j'avais déjà un petit peu testé, les mois précédents, ma prestation de serment et puis du coup on a reconduit, lorsque j'ai prêté serment. Taille humaine pour toi, c'est combien dans ce genre de cabinet? Taille humaine, c'est entre 5 et 10 personnes. Dans les cabinets américains, c'est plus près des 50-100 personnes. C'est ce que j'allais dire. En fait, depuis que tu me parles, moi j'ai en tête, tu sais, la série Suits, tu vois? Et ça me fait penser aux ces énormes baies vitrées et tout ça avec, effectivement des nombreux collaborateurs. Non, ouais, OK, ça marche. Du coup, comment ça se passe un petit peu là les 1res années? Puisque là, on n'est pas encore dans la partie infoprenariale, donc j'aimerais bien effectivement que tu me parles un petit peu de cette première de ce premier cycle de ta vie de d'avocate. Le premier cycle, donc moi, j'ai la gestion d'un portefeuille client, donc de dirigeants et je m'en occupe. Donc je fais toutes leurs déclarations fiscales. Je prends soin d'eux de A à Z, c'est-à-dire qu'on est vraiment en contact avec les dirigeants eux-mêmes, dirigeants quand même de grandes maisons, mais on est vraiment, avec eux personnellement. On est aux petits soins. C'est vraiment le mot. On les appelle un peu nos bébés. C'est-à-dire qu'on est aux petits soins pour eux, on répond à toutes leurs demandes. Ils ont une question, on leur répond immédiatement. On fait leur déclaration, tout ce qu'ils ont à faire, enfin vraiment, c'est l'objectif, c'est qu'ils soient, sereins, dans le côté patrimonial, donc à titre personnel. Moi, ça se passe très bien. J'apprends énormément. J'ai beaucoup de responsabilités aussi, dans ce cadre-là. Donc je me plais vraiment dans ce cabinet et puis, ça a duré à peu près 2 ans et au bout des 2 ans, bah, j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit: «J'ai toujours eu envie de lancer, mon cabinet» et c'est là où je décide du coup, de créer ma propre structure. C'était en quelle année? C'était en 2019. OK. Donc comment ça se passe, pour toi émotionnellement et même, de manière structurelle de quitter du coup un cabinet, d'en construire un autre? Parce que c'est peut-être pas comme nous, on a juste, un cabis à mettre et ça y est, notre société elle est faite. Il y a peut-être Alors d'autres règles? l'avantage en fait que l'on a, quand on est avocat collaborateur dans un cabinet, c'est qu'on a déjà notre propre sirène. Donc on peut déjà nous-mêmes facturer des prestations hors le cabinet. En fait, notre cabinet, on le facture, mais on peut aussi avoir d'autres clients. Bon, en pratique, c'est très compliqué parce que le cabinet nous demande déjà énormément de temps et d'énergie, mais on a la possibilité d'avoir d'autres clients en parallèle. Donc ça permet déjà de développer un petit peu son activité comme ça. Moi, c'est ce que je faisais. On n'a pas un gros portefeuille client puisque manque de temps, mais ça permet déjà de gérer des dossiers, en solo et c'est un très bon apprentissage et puis moi, j'ai eu vraiment ce déclic en me disant, je travaillais énormément tous les jours, je revenais le jour férié, j'étais ultra disponible et puis on se dit, «J'aimerais bien quand même avoir, l'ensemble de la boucle
c'est-à-dire d'avoir de l'acquisition jusqu'à la fin du dossier. Parce que des fois, il y a des missions pour lesquelles on traite une partie, on ne voit pas toujours le résultat de ce que l'on fait. Et je voulais vraiment avoir toute cette vision globale en fait sur la gestion des clients et exercer aussi à ma manière. Parce que je pense que là où je suis un petit peu différente et on l'a vu au début du podcast, moi je préfère qu'on m'appelle Camille. J'ai une vision assez particulière, je pense, de la profession d'avocat, notamment en termes de proximité avec mes clients, en termes de disponibilité, en termes de relations. Pour moi, c'est hyper important d'avoir une relation avec mon client qui, parfois aussi va bien au-delà des missions. Je j'attache J'aime bien comprendre mon client, j'aime bien avoir une vision globale aussi, sur ce qu'il fait, sur ses problématiques et je pense que j'avais vraiment envie d'exercer comme je le souhaitais et quand on veut se lancer, on se dit toujours, «Est-ce que c'est le bon moment?» parce que c'est confortable d'être en cabinet, on a déjà une très belle rémunération. En tout cas, moi, dans le cabinet où j'étais, c'était vraiment, j'étais plutôt bien, lotie. On se prend un risque, on se dit: «Bon, je suis sur Paris, c'est pas mal de C'est quoi la charges». fou excuse-moi, je te coupe, c'est quoi la fourchette justement d'un avocat dans un cabinet? Avocat, lambda qui a pas de spécialisation, je dirais en droit des affaires, fiscalité, qui est vraiment, qui gère un petit peu des dossiers généralistes, il est peut-être à 1000 entre 1 500 et 2 500 € par mois. Quand on fait, du droit des affaires, de la fiscalité sur Paris et qu'on a un petit peu d'expérience, dans différents cabinets, ça peut être entre, 5 et 15 000 € par mois. Quand même un gap entre les 2. En même temps, c'est justifié si tu as fait bac+8 aussi. C'est ça et puis après je pense que c'est la spécialité aussi, qui c'est des spécialités qui sont très pointues, qui sont très recherchées, qui demandent beaucoup de temps parce que, quand par exemple, quand on traite d'un dossier de cession d'entreprise, c'est, jour et demi, pendant plusieurs jours, ce qui est pas trop le cas, des avocats, en généralisme, mais ils ont aussi d'autres contraintes, c'est vrai. Mais c'est vrai que la spécialité, joue beaucoup dans la rémunération, de l'avocat. Yes. Bon, ça, c'était juste pour ma culture personnelle parce que moi, à l'époque, voilà, je l'ai jamais dit, hein, mais c'est vrai que j'avais quelqu'un de ma famille qui était avocat, mais je sais plus dans quelle spécialisation. Et je m'étais dit, ouais, j'aimerais trop faire avocat et tout. Ça a l'air d'être trop bien d'aider les autres et tout ça. Mais bon, ça s'est jamais passé comme ça. Mais du coup, ça m'a toujours intrigué ce métier d'avocat. Et d'autant plus que, bah, c'était quand, il y a 10, 15 ans que c'est sorti? Non, 10 ans peut-être. Et c'est vrai que ça m'a vachement intrigué. Donc, voilà, c'était le petit aparté, euh, global. Du coup, ouais, voilà, 2019, tu crées ta société. Euh, L'infoprenariat, ça avait peut-être pas encore démarré, ou en tout cas, c'était de l'émergence. Comment ça se passe un petit peu cette transition et ce changement de positionnement? Ça se passe très naturellement. En fait, j'ai des entrepreneurs qui ont à peu près entre 25 et 40 ans, donc qui sont dans ma tranche d'âge, qui viennent me voir. On est aussi au début du covid, donc il y en a de plus en plus qui, souhaitent lancer, leur activité en ligne, qui, du coup, quittent leur emploi et c'est là où petit à petit, en fait, je m'aperçois que je travaille principalement pour des entrepreneurs en ligne. Il y a des demandes récurrentes, des problématiques récurrentes. Je comprends aussi au fur et à mesure parfaitement l'univers, l'infoprenariat qui est très particulier au niveau des éléments de langage, tunnel d'acquisition, webinaire, le fonctionnement aussi de leur activité et petit à petit, en fait, je me suis clairement spécialisée. Aujourd'hui, j'ai quasiment, que des entrepreneurs en ligne et des créateurs de contenu. Yes, ça marche. Mais comment à l'époque, du coup, ils sont venus vers toi? Je pense qu'il y a beaucoup de réseaux. Moi, j'avais intégré, des réseaux d'affaires sur Paris. Il y a beaucoup de recommandations, c'est-à-dire que le delivery, toutes les missions, que j'avais, c'était, le soin, absolu. Ça, c'était très important. Et ce qui fait que les personnes, souvent reprenaient une autre mission avec moi, me recommandaient auprès d'autres personnes et de fil en aiguille, ça permet de constituer un portefeuille client, de plus en plus important. D'où l'importance, de bien, exécuter, les missions et d'apporter une grande importance aux soins, de ses clients parce que ça, c'est vraiment, un un aspect, du marketing qui est essentiel, hein. Ouais, clairement, on va pouvoir revenir. Tu peux citer, non, t'as pas le droit, je pense, de citer des noms. Et du coup, si c'était 2019, c'était, on va dire, l'émergence, ouais, comme tu as dit, après le Covid. Du coup, ça ressemblait à quoi tes missions pour ce genre d'infopreneur?
C'est des missions qui sont à peu près, similaires aujourd'hui. Ça va être tout ce qui est structuration juridique, fiscale, donc passage en société, montage un petit peu plus complexe, parfois, comme, la holding, expatriation, pour ceux, qui se sont Oui, parce que ça a expatriés. commencé à partir de 2020-2021, des gens qui partaient en île Maurice, à Dubaï, etc. Donc, tu as pu Exactement. faire face à ça. Bah, l'idée, c'était de les accompagner et surtout de faire les choses, dans les règles parce que c'est quitter la France, c'est pas toujours évident. Il faut être bien informé, sur ses obligations. Donc c'était, de les accompagner et puis après tout ce qui était, rédaction de contrat, clients, partenaires, conformité du site, donc CGV, politique de confidentialité. Puis après tout ce qui était, dépôt, protection de marque. En fait, tout ce que je fais aujourd'hui également. Continuer, ouais. Ok. Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu préfères le plus dans toutes ces prestations? C'est compliqué, je dirais que c'est des missions différentes à chaque fois, mais j'aime bien la rédaction de contrat. Parce que lorsque je fais de la rédaction de contrat, je vais vraiment essayer de comprendre tout le fonctionnement, tout le process et on apprend énormément. Moi, j'apprends beaucoup, des entrepreneurs que je rencontre. Je les trouve très inspirants. Parfois, ils ont des projets qui sont juste incroyables, des offres qui sont, vraiment très, très bien construites et je suis toujours aussi impressionnée de voir, toute la machine en fait, dans une activité infoprenariale. Donc déjà le tunnel d'acquisition, comment ça se passe, le delivery, les différents pôles, pour certains. Donc je dirais la rédaction de contrat parce que ça me fait vraiment rentrer, dans le cœur du business. Est-ce qu'on peut faire un petit aparté justement sur une nouvelle technologie qui est arrivée il y a quelques années et qui fait de l'ombre à certains métiers? Est-ce que tu te sens concerné par justement l'IA? Comment ça a pu déteindre sur toi et voilà comment toi tu le perçois? Effectivement, on s'en sert tous, hein. De toute manière, c'est quand même une technologie, qui quand même va de l'avant. Est-ce qu'elle impacte directement mon métier? Je pense pas puisque je le vois, hein, il y a de plus en plus de contrats, rédigés par l'IA, mais il y a quand même des grosses erreurs. Donc, pour des personnes qui ont aucun document, qui ont aucun budget, bah, ça peut être un outil, intéressant pour avoir un document transitoire. Mais après, quand on veut vraiment sécuriser, dans tous les cas, on a besoin de quelqu'un qui nous explique les dispositions qui vont s'appliquer à notre situation. Le problème de l'IA, c'est qu'elle va se fonder sur ce que vous lui dites. Mais parfois, on lui dit pas les bonnes informations parce que nous-mêmes, on connaît pas notre propre situation, les qualifications qu'on doit retenir pour notre situation. Donc forcément, ce qu'elle va rédiger, ça va être, fonction de ce qu'on lui dira et c'est pas toujours correct. Donc en soi, moi, je trouve que l'IA, c'est un très bon outil, mais pour se sécuriser davantage, on est quand même obligé de passer par un conseil. On voit tout de suite les limites, hein, dans la rédaction des clauses où parfois, bon, même l'IA n'a pas. T'en as vu justement, ouais. On voit en ligne où tu détectes tout de suite que les CGV ou le contrat a été fait par ChatGPT Oui. notamment. Oui, je le vois parce que les clauses, il y a un ton professionnel, il y a un ton qui va être, plutôt, voilà, ou juridique, mais quand on creuse la clause, parfois ça manque de cohérence. Parfois ça n'anticipe pas tous les problèmes que, peuvent avoir l'entrepreneur. Donc ça, on le voit, ça va être des clauses très basiques. Mais pourquoi? Parce que l'entrepreneur ne va pas mettre dans son prompt tout ce qu'il peut anticiper comme problématique parce que lui-même n'en a pas conscience. Donc ça va être souvent des contrats très basiques avec beaucoup de marge d'interprétation. Donc quand il y a de la marge d'interprétation, c'est aussi de l'insécurité juridique. Donc c'est pas, voilà, c'est pas optimal. Maintenant, pour ceux qui n'ont vraiment aucun document et qui se lancent et qui veulent juste déjà tester leur offre, je pense que ça peut déjà servir. Mais après, c'est intéressant quand même de se faire conseiller pour être, sécurisé au mieux. Bah justement, c'était ma question d'après, et je pense que c'est une question que beaucoup de personnes peuvent se poser. À partir de quand il faut faire appel justement à un avocat ou juriste, enfin, pour justement être le plus protégé possible? Les fondations, c'est la création, de l'activité. Donc déjà sur le statut à choisir, c'est important d'être conseillé. C'est vrai qu'aujourd'hui en ligne, on voit plein d'outils également où ils peuvent créer une société en 5 minutes, en quelques clics. Parfois, il y a des experts comptables qui la créent gratuitement. Mais on a besoin de conseils. Parce que l'expert comptable, il va pas vous dire, s'il a créé gratuitement, il va pas vous expliquer, les clauses et statuts. Ça va être des statuts standards qui vont être les mêmes pour tout le monde. Il y aura pas non plus de pédagogie, sur le fonctionnement de la société. Donc ça reste quand même limité. Donc je dirais le choix du statut, c'est important quand même de prendre des conseils à ce moment-là par rapport à notre situation.
Et puis après, quand on a validé, nos offres, on a validé notre projet entrepreneurial, pour de la rédaction de contrat, pour voir aussi les axes de développement, ne serait-ce qu'avec, la marque, ça va être quand même déterminant. Et si on a un produit, digital, tout ce qui est conformité du site web, c'est vrai qu'au début, de l'infoprenariat, il y avait aucun infopreneur qui avait, des CGV conformes, qui avait, fait mention. Aujourd'hui, les clients font attention. Ils font attention parce qu'il y a eu tellement, d'arnaques, de problématiques sur certaines prestations qui n'ont jamais été délivrées, correctement ou en tout cas comme cela a été vendu, que maintenant on s'aperçoit quand même que les clients sont éduqués et vont regarder un petit peu comment sont formulés, les CGV, où est situé l'entrepreneur. Est-ce qu'il est situé en France? Est-ce qu'il est situé dans un pays étranger? Moi, par exemple, j'ai constaté que les entrepreneurs qui étaient situés, sur Dubaï, bah, d'un point de vue conversion, il y avait une petite réticence parce qu'il y a eu aussi, beaucoup de bruit médiatique, sur, ce sujet. Donc on sent un petit peu de méfiance parce que les clients se disent: «Mais si j'ai un problème, je peux pas faire grand-chose». Après ça vaut pas, pour tout le monde, mais quand même, je note en tout cas qu'il y a un petit peu plus de méfiance, quand l'entrepreneur est situé à l'étranger. Donc voilà, il y a quand même une attention. Donc au début, se faire conseiller quand même sur le choix du statut, c'est très important. Une fois qu'on a validé l'offre, une fois qu'on est sûr de notre projet, étape par étape, se faire conseiller sur les contrats, pour être bien conforme aussi, avec, le RGPD et cetera et avoir, vraiment une activité, où on peut se développer tranquillement. OK, super intéressant. Et justement, ça me fait rebondir sur ce que tu as dit sur les entrepreneurs à Dubaï. Bon, on n'est pas là pour critiquer quoi que ce soit, mais voilà, si jamais je dois, je sais pas, acheter une formation ou prendre un accompagnement avec quelqu'un du coup qui vit à Dubaï et qui du coup a potentiellement une juridiction différente, comment moi en tant que client je peux être le mieux protégé? Parce que souvent, en tant que client, on doit accepter les CGV ou on reprend le contrat du prestataire ou de celui qui nous vend quelque chose. Comment moi, en tant que client, je peux me protéger au mieux, sachant que voilà, il y a peut-être des réticences et voilà, comment ça se passe? Mais déjà pour revenir sur les entrepreneurs de Dubaï, il y en a des très, très bien, hein. Ils sont pas tous des escrocs. Il y a des personnes qui s'installent là-bas parce qu'ils se sentent tout simplement bien pour la sécurité et cetera. Il y a pas que l'aspect fiscal et ils sont vraiment, pas tous, effectivement, avoir des préjugés sur leur activité. Mais comment se protéger? Je dirais déjà, c'est de voir, les CGV, est-ce qu'elles reflètent bien les prestations, qui sont vendues à travers la page de vente? Est-ce que il y a un respect notamment, du droit de rétractation si c'est des particuliers, puisque parfois il y a aussi une partie du droit français, qui va s'appliquer. Comment c'est qu'on on le sent quand on a confiance ou pas, si le document est bien rédigé. Après très concrètement, s'il y a un problème, ça va quand même être très, très compliqué, d'aller chercher, l'entreprise sur Dubaï. Ça coûtera très cher, beaucoup d'énergie. Donc malheureusement, je pense que la vérification doit bien être, réalisée en amont, s'assurer eh bien regarder un petit peu des témoignages qui sont issus, de l'accompagnement. Alors, les pages d'avis, il y a à prendre et à laisser puisque parfois on sait qu'elles sont un petit peu, trafiquées, mais peut-être que ou alors s'il y a un avis qui est laissé sur la page de vente, peut-être prendre contact avec, la personne qui a laissé cet avis pour chercher directement, l'information. Ça peut être intéressant et après, bien s'assurer aussi, bah, que la page de vente, ce qu'il y a d'indiqué est reflété dans les CGV, s'assurer également de la cohérence du prix avec la prestation. Ça, c'est important parce qu'il y a aussi, beaucoup, de produits où parfois quand on analyse bien, il y a quand même, une disproportion entre la valeur de l'accompagnement et le la valeur réelle auquel est vendu le produit. Moi, je vous recommande toujours, si vous avez jamais travaillé avec une personne, bah, de ne pas payer un accompagnement 20 000 €. Il faut, voilà, déjà, il faut peut-être tester un produit, s'assurer que la personne nous convienne, que voilà, on a eu des retours positifs, mais on a déjà eu un premier point d'ancrage avec cet entrepreneur, mais ne jamais aller, sur des accompagnements à très, très high ticket si on ne connaît pas la personne, c'est toujours plus risqué. Toi, du coup, qui a vu, on va dire, l'essor de l'infoprenariat bah, voilà, de 2020 à 2025, euh, qu'est-ce que toi tu penses justement
de cette niche, comment tu l'as vu évoluer, que ce soit en bien ou en positif? Et derrière après question, c'est quoi les bonnes pratiques ou justement les dérives qu'il y a pu avoir au fil du temps sur un aspect juridique? Je dirais que l'évolution aujourd'hui, bah, elle est très importante. C'est-à-dire qu'avant, on avait principalement, on vendait des produits digitaux où il y avait c'était un petit peu le Far West, c'était, il y avait pas du tout, de cadre. On vendait, très facilement, parce que les premiers infopreneurs, ils vendaient vraiment énormément, énormément. Il y a eu une phase d'abus, j'ai l'impression. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'abus, avec des prestations, très chères et derrière un delivery qui était pas forcément satisfaisant. Donc maintenant, les personnes sont beaucoup plus, attentives aux petits détails aussi et à la personnalité, de l'entrepreneur. Il y a des nouveaux secteurs qui se sont développés, notamment je pense à l'activité, d'OBM qui n'existait pas, lorsque j'ai commencé. Donc il y a des métiers comme ça qui émergent, même, tout ce qui est media buying et cetera, c'est en pleine évolution, également. Donc pas mal de je dirais de nouvelles activités. D'un point de vue juridique, les bonnes pratiques, ça va être de bien cadrer sa relation, avec son client, ça c'est évident, avoir le bon statut. Pour moi, c'est d'autant plus important que la relation s'effectue à distance. On ne s'est jamais rencontré physiquement et d'ailleurs ça vaut aussi, pour le prestataire, hein. On rencontre pas physiquement, notre client. Donc parfois, pour se sécuriser, c'est important d'avoir, des relation qui soit bien cadrée, notamment sur le paiement des échéances, sur qu'est-ce qu'on va fournir, qu'est-ce qu'on ne va pas fournir, quelle est notre responsabilité. Ça va éviter, notamment des impayés. Moi, je dirais la première bonne pratique, c'est vraiment bien encadrer ses relations, avec son client et après, bah, développer, une image, de marque parce que souvent, c'est des personnes qui ont des audiences aussi, sur les réseaux sociaux, qui ont, un signe qui leur permet d'être reconnaissables de leur audience. Donc, ne pas hésiter aussi à exploiter cet actif qui est très important. Et voilà, voilà à peu près ce que je peux dire en termes de bonnes pratiques. Trop bien, bah, ça rebondit justement sur le sujet d'après qui est, la marque, parce que voilà, j'ai découvert ça grâce à toi d'ailleurs, merci. Mais que voilà, en tant qu'infopreneur, en tant que prestataire de service, on avait la possibilité, d'incarner voilà le personal branding, mais de deux, d'avoir une marque personnelle sur laquelle on pouvait justement euh, allouer certaines choses et avoir en retour de la redevance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect qui est très technique? Tu de, voilà, de l'expliquer à quelqu'un comme moi qui connaît rien, comme tu as fait, et de nous dire quel est l'avantage de faire ça justement. Souvent, ce que je constate, c'est qu'on va avoir des entrepreneurs qui vont développer, une notoriété, autour d'un nom et il faut savoir que, ce nom, ce signe, tant qu'il n'est pas déposé auprès de l'INPI, il a aucune valeur juridique. Ça peut être parfois le nom d'une œuvre signature, le nom, voilà de la société et cetera, mais tant qu'il est pas déposé en tant que marque, il a aucune valeur. Donc c'est important de le déposer puisque c'est là où ça va devenir un actif qui peut se valoriser, qui peut s'exploiter et surtout qui doit être protégé. Et souvent, bah, on a des entrepreneurs qui vont avoir leur marque personnelle, donc qui est en leur nom personnel et cette marque va être exploitée par la société. Donc pour cela, généralement, on fait des contrats de concession de licence de marque, donc où on autorise la société à exploiter notre marque et donc en contrepartie, elle nous verse des redevances pour cette exploitation. Bien sûr, les redevances doivent toujours être corrélées à la valorisation de la marque qui doit être aux conditions de marché, bien faire attention à être vraiment dans des conditions identiques à ce qui serait si c'était une société totalement tierce pour que cela puisse bien fonctionner. Mais l'objectif, c'est aussi un petit peu de diversifier ses sources de revenus et pas simplement se verser un salaire. Puisqu'en tant qu'entrepreneur, on peut vraiment diversifier ses sources de revenus et c'est très intéressant d'utiliser différents leviers, ne serait-ce que d'un point de vue financier, d'un point de vue juridique ou fiscal. Ça, c'était la petite promo, l'auto-promo pour toi, Camille, parce qu'effectivement, la majeure partie des entrepreneurs, en tout cas, je pense qu'ils nous écouteront, sont français. Et donc, il y a des possibilités, effectivement, comme tu as dit, de diversifier ses revenus. C'est vrai qu'en France, bah, on est beaucoup imposé. Et ça a des avantages sur certains domaines. Mais quand tu as un chiffre d'affaires et que tu dois te payer en salaire, bah, c'est vrai que ça pique. Donc, effectivement, il existe en tout cas des solutions. Complètement. Et le fait de ça, l'avantage premier, c'est effectivement de pouvoir, de pas être, comment dire,
qu'on n'utilise pas notre marque contre notre accord aussi. Parce que souvent on dit bah je dépose une marque. Tant que c'est pas sur l'INPI, en fait tout le monde peut utiliser ma marque, par exemple Tommy Digital ou la marque Tom Lavien, j'en sais rien. Tant que c'est pas sur l'INPI, grosso modo, tout le monde peut l'exploiter. Exactement. En fait, quand on dépose la marque, on a un monopole exclusif d'exploitation dans notre secteur d'activité. Donc, c'est très important aussi de bien déposer la marque, puisque parfois, il y a des personnes qui la déposent, mais qui rédigent mal la demande d'enregistrement et du coup, ça ne couvre pas l'entièreté de leurs services et produits. Et là, ils se retrouvent un petit peu coincés parfois s'il y a des concurrents qui utilisent leur marque. Mais vraiment, voilà, ça assure une grosse protection aussi et une sécurité dans votre activité. Bon, pour te donner un exemple, moi, j'ai eu quand même pas mal de clients qui avaient commencé leur activité avec un nom, où ils commencent à se faire une notoriété. Et puis au moment, par exemple, parfois de passer en société, c'est souvent le cas, ils me disent: «Bon, du coup, je peux utiliser, ce nom?» Et quand on fait la vérification, on s'aperçoit que, bah, il est déjà déposé par des entreprises concurrentes. Donc en fait, on est obligé de faire machine arrière, retrouver un branding autre, parfois de recréer une identité visuelle, dans laquelle on avait précédemment investi. Donc c'est important même en amont, au moment, de la création de votre activité, s'il y a un nom qui vous tient à cœur, déjà de bien s'assurer de sa disponibilité sur le site de l'INPI et ensuite de faire le dépôt de marque. Je dirais le dépôt de marque qui peut intervenir quand vous avez quand même bien validé, le projet entrepreneurial, et puis voilà l'offre, en elle-même. Parce qu'on va pas déposer une marque si, finalement, on souhaite faire totalement autre chose dans 6 mois. C'est dommage, ça initie des frais pour rien. Mais pour autant, il faut pas trop attendre, surtout si vous avez, un signe qui vous différencie clairement de vos concurrents et avec lequel, votre audience vous reconnaît. Ça fonctionne, c'est pris en compte. Tout à fait. Donc ça, c'est bien. Trop bien d'en parler parce que je pense que enfin, moi, j'étais pas du tout au courant jusqu'à ce qu'on en parle et je pense que les trois quarts des créateurs de contenu ou des entrepreneurs en ligne ne le savent pas, quoi. Donc c'est bien aussi de sensibiliser par rapport à ça. Est-ce qu'on attaque la partie marketing? Allez. Je sens que tu as hâte de parler de ça. Euh, Bah, j'aimerais bien que justement, tu me donnes ton avis sur, bah, pareil, sur le marketing qui a aussi progressé durant ces 5 années. Et toi, qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui par rapport au marketing que tu peux lire? Je dirais qu'aujourd'hui, le marketing, surtout dans notre domaine, il est quand même, c'est assez complexe, hein, aujourd'hui, d'avoir le pôle marketing, c'est, un pôle très important, dans l'activité, parce qu'il y a tout ce qui va être, bah, déjà la création de contenu, il va y avoir, tout ce qui est création de tunnels d'acquisition, donc copywriting et cetera. Donc c'est un gros morceau de l'activité qui est absolument pas à négliger. C'est très important. J'en ai conscience d'autant plus que nous, à l'école d'avocat, on n'apprend pas du tout, du tout, du tout le marketing et moi, je l'ai appris vraiment aussi, sur le tas et j'ai pris conscience de l'importance du marketing. Donc c'est très important. En termes de bonnes pratiques, bah, je dirais que l'objectif, c'est de toujours refléter à travers son marketing nos valeurs, ce que l'on fait réellement. C'est-à-dire que voilà, s'il y a une promesse, cette promesse, elle doit être tenue. Je pense que ça, c'est la base et ça donne le revers suivant, c'est que souvent, dans les mauvaises pratiques, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a parfois, des promesses qui sont, complètement, disproportionnées, qui sont irréalisables, qui, sont faites pour capter, bah, des personnes parfois, qui sont peut-être dans des situations de faiblesse. Donc ça peut être, des très jeunes, des adolescents ou, des personnes, voilà, qui sont dans des difficultés aussi, bah, émotionnelles. On va avoir quand même des pratiques parfois, marketing très agressives et derrière bien sûr, la promesse n'est pas forcément tenue et d'autant plus que souvent, on constate que le montant, des produits qui sont vendus à travers ces pratiques est très important. Donc ça peut mettre aussi, des personnes dans des situations très compliquées. En tant que marketeur, effectivement, on veut vendre des produits ou des services. Après, il y a effectivement des promesses qui sont vraiment trop aguicheuses et effectivement tellement irréalistes, mais ça touche en fait des biais humains, des biais psychologiques qui font que ça peut attirer en fait certaines personnes qui ont un besoin en fait urgent, dur en fait à résoudre et du coup tombent dans le panneau. Euh, Encore une fois, comment on pourrait justement se protéger par rapport à ce genre de promesses?
Euh, Au-delà, bah, comme tu as dit, quoi. Déjà, enfin, pour citer un exemple, si on vous dit, voilà, vous allez faire, 100 000 € en un mois et tous les mois vous allez faire 100 000 € en un mois, grâce à un challenge, de 3 jours, c'est pas possible. C'est pas possible, même dans voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas des miracles, ça demande beaucoup de travail. Donc forcément, quand on a des promesses qui sont complètement démesurées et qui sont irréalisables, ça doit susciter l'attention. Moi, ce que je constate aussi, c'est qu'aujourd'hui, le marketing qui réussit le mieux et en tout cas pour moi qui a ma préférence, c'est le marketing un petit peu authentique. L'authenticité revient. On sent que on est à la recherche d'authenticité. On a vraiment envie d'avoir des personnes en face de nous où, on comment dire? On voit parfaitement leurs valeurs et comme je te le disais tout à l'heure, ne pas acheter un produit, 5 000 € si on n'a jamais travaillé avec la personne, si on n'a pas déjà eu des recommandations directes sur le produit de la personne. Toujours se renseigner en amont. Je pense que ça, c'est vraiment très important et ça permet déjà de se protéger, pas mal, contre ces pratiques. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de pratiques qui sont issues des États-Unis, puisque il y a beaucoup des gourous de l'entrepreneuriat là-bas, et souvent on importe les modèles économiques. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça, et est-ce que c'est vraiment applicable? Il faut savoir que si c'est de la publicité trompeuse, ça peut aussi, mettre en danger, l'entrepreneur. De même pour promouvoir ses produits, s'il a besoin d'avoir recours à de la publicité, si la promesse, ne convient pas à Meta, il n'aura pas de publicité ou alors, son compte va être ban très rapidement. Donc je dirais que c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont certainement des pratiques, beaucoup plus agressifs. Nous, en France, on a un code de la consommation aussi qui est un peu plus cadré et un peu plus, dense qu'aux États-Unis. Donc on a des règles différentes. Je pense qu'on a aussi, des audiences différentes parce que j'imagine qu'une audience française, c'est pas la même qu'aux États-Unis et encore une fois, vendre sans assurer la promesse derrière, ça peut marcher un temps. Mais le plus important, c'est pas de décoller, c'est de rester en vol. Alors c'est vrai que ça peut nous faire décoller pendant un certain temps, ça peut nous permettre d'avoir des clients, d'avoir de l'argent. Mais pour moi, quand on a des promesses qui ne sont pas réalisées par la suite, ça peut aussi, se retourner contre nous à moyen long terme et ça peut mettre en danger l'activité. Donc peut-être qu'à court terme, on va avoir des clients, on va avoir de l'argent, donc on va se dire tant mieux, mais ça va générer des problèmes sur, des fois le court terme déjà directement, mais aussi sur le moyen et le long terme. Il y a des très bons aspects, je pense, dont on peut s'inspirer aux États-Unis, mais encore une fois, faut tenir compte aussi de, comment dire? Faut pas tromper ses clients. Faut pas tromper ses clients. Je pense qu'il pour bien grandir sereinement, être droit dans ses bottes et avoir une activité dans laquelle on s'épanouit, et dans laquelle on est heureux sur le long terme, c'est important d'être aligné et de ne pas tromper les personnes en face de nous. Yes, ça marche. Mais si par exemple, tu vois, t'achètes un produit chez moi et que donc tu fais la première opération et juste après, par exemple, tu as un upsell. Déjà, est-ce qu'en France, on a vraiment le droit de faire un upsell? Est-ce que tu vois le principe de l'upsell? C'est que tu payes déjà et là, tu as une offre exclusive où il y a le FOMO, l'urgence, le fait que ça soit vraiment une offre irrésistible. Est-ce que déjà en France, tu as le droit de, sur un seul bouton, d'accepter? Et deux, si ça répond à un besoin, est-ce que toi, en tant que personne, tu serais prête à acheter ce genre de cas? Puisque c'est quand même une pratique marketing. À partir du moment alors ce qui est très important, c'est que la personne doit avoir accepté les CGV. Si c'est un produit supplémentaire, elle doit aussi, le cas échéant, soit renoncer à son droit de rétractation, en tout cas en prendre connaissance, connaître les modalités de ce droit. Donc ça dépend de la pratique, en question. Si c'est avant le check-out, c'est tout à fait possible. Si c'est au moment d'arriver sur le panier et qu'on a une page où on présente l'upsell, qu'on l'ajoute dans le panier. Ça, c'est l'order bump. Donc ça, pour moi, c'est effectivement sur le bon de commande, tu as la petite cause à coucher qui rajoute, par exemple, un produit exclusif. Mais là, je te parle, tu as payé, donc tu as mis ta carte, tu as payé ton offre. Au lieu d'arriver sur la page de remerciement qui dit bravo, tu as acheté, tu as une nouvelle offre en fait qui vient d'arriver. Et là, tu as deux choix, tu as deux boutons. Tu as le bouton j'accepte cette offre exclusive ou je refuse l'offre exclusive. C'est ça l'upsell
dont moi je parle et savoir si c'est vraiment légal en France. Et si tu acceptes, est-ce qu'on te renvoie sur une page de paiement? Non, ça fait le paiement direct. Bah là, c'est pas possible parce qu'il y a pas eu d'information, précontractuelle au niveau des CGV. Il faudrait au préalable, au à minima, avoir la case en plus qui dit: «J'accepte les CGV», Exactement. de cet upsell. Et notamment s'il y a un droit de rétractation quelconque, s'il y en a pas, dans tous les cas, il faut que la personne ait eu accès au CGV concernant le produit en question. Et ça, c'est propre à tout le monde ou c'est vraiment en France ou c'est réglementaire? Moi, je suis spécialisée uniquement sur du droit français. Mmh. En France, je sais que c'est comme ça. Je sais qu'il y a plein de pays dans le monde où c'est beaucoup plus souple. Et en tout cas, en France, le fonctionnement, c'est d'avoir toujours des informations précontractuelles portées à la connaissance de la personne. Alors attention aussi, ça peut être différent selon, qu'on soit face à des particuliers ou à des professionnels. Là aussi, il y a des subtilités. Parfois, il y a des infopreneurs qui ont un peu les 2. Voilà, ça dépend aussi de la cible. Sur les professionnels, on aura un peu moins d'obligations que sur des particuliers, mais pour autant, il y en aura quand même. Alors sache qu'aujourd'hui, je pense que zéro personne, en tout cas 0% des personnes qui font de l'upsell a cette case supplémentaire, pour pouvoir avertir et informer, le client, quoi. C'est important parce que il faut absolument qu'il ait connaissance, des informations précontractuelles obligatoires sur ce produit, qui peuvent être différents du précédent produit auquel il a souscrit. Donc c'est à travers, les CGV qu'en principe, il en prend connaissance. Bon, en tout cas, c'est pas du tout fait. En tout cas, pour l'instant, il y a pas eu de, entre guillemets, «de réglementation» ou de sensibilisation par rapport à ça. Et du coup, ça me fait penser à un autre truc que je vois. Est-ce que pour des produits, parce que ça, j'ai l'impression que c'est une grande question, pour des produits numériques, est-ce que le délai de rétractation des 14 jours est obligatoire? J'avais cru lire, pardon, ou entendre que si jamais je consommais 1% d'un module d'un produit numérique, ça enlevait le délai de rétractation de 14 jours. En fait, le délai de rétractation, c'est quoi? C'est que pour toutes les ventes à distance, eh bien, pour les particuliers et les professionnels de moins de 5 salariés, on a un droit de rétractation de 14 jours. Ça, c'est le principe. Donc, sous 14 jours, votre client peut se rétracter. Dans ce principe, il y a des exceptions et des nuances. L'exception, c'est quoi? C'est si après votre client, il a tout de suite accès à votre produit, auquel cas, il n'y a plus de droit de rétractation parce qu'il a tout de suite accès au produit. Mais pour autant, il faut que ce soit bien indiqué dans les CGV. Si c'est pas indiqué, ça veut dire qu'il y a bien le droit de rétractation qui s'applique. Donc, il y a vraiment une information à porter à sa connaissance sur ce sujet pour que, effectivement, il n'y ait pas de droit de rétractation. Deuxième, oui, parce qu'il a accès directement au produit. Il a accès au produit, donc à partir de là, il n'y a pas de droit de rétractation. La deuxième nuance, c'est que parfois on a des produits maintenant de plus en plus, je dirais complexes, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre plusieurs éléments. On va avoir une partie plateforme en ligne, une partie coaching, des lives, etc. Donc ça va être des prestations qui sont à durée successive, qui sont s'exécuter dans le temps. Donc on va pas avoir accès tout de suite à l'entièreté du produit. Donc ici, il faut faire renoncer son client au droit de rétractation pour qu'il commence l'accompagnement, le service à la date de souscription. Mais là encore, il faut bien lui expliquer le principe dans les CGV qui, par la suite, seront acceptés par votre client au moment du paiement. Je pense que la conclusion est toute faite là. Il faut vous faire accompagner pour être réglo. Mais ok, c'était bien, je pense, de souligner parce que je sais que cette nuance des 14 jours, moi, en tant que marketeur, et j'ai des infopreneurs qui me demandent, en fait, est-ce que j'ai le droit, est-ce que ça renonce, etc. Et du coup, bah, c'est possible, mais dans un cadre juridique et dans lequel c'est mentionné, quoi. Tout à fait. Et puis là encore, on voit que ça dépend beaucoup de votre situation, de vos produits, du tunnel d'acquisition. On va pas avoir les mêmes éléments en fonction de tout cela. Donc, c'est pour ça qu'au départ, quand on se lance, c'est pas gênant si on n'est pas 100% conforme parce que l'objectif, c'est déjà de tester notre offre et de voir si ça marche. Mais après, quand vous souhaitez aller chercher de la croissance, c'est là où il faut être sécurisé, sinon ça va générer des problématiques qui vont vous coûter, bien plus cher. Un dernier aspect là du marketing, parce que je le vois de plus en plus, c'est justement cette notion de garantie. On l'a abordé en intro. On voit de plus en plus de garanties. J'ai même pas d'adjectif à donner parce que parfois c'est des trucs complètement fous. Je te dis, qu'est-ce que j'ai vu récemment?
heu, tu commences gratuitement et puis, si t'as pas X, si t'as pas fait si t'as pas généré 500, je te rembourse le double. Parfois c'est, paye mais, non, paye rien et puis, si enfin, je sais plus exactement les termes qu'il y a, mais en tout cas, il existe plein de types de garanties. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Et surtout, est-ce que c'est vraiment, encore une fois, légal de proposer ce genre de cas? Alors sur la légalité, à partir du moment où c'est bien encadré, il n'y a pas de difficulté. Mais là encore, quand on a des garanties comme cela, il faut bien vérifier les CGV. Est-ce qu'on a déjà des informations complémentaires par rapport à ce qui est inscrit sur la page de vente? Généralement, dans les CGV, vous allez trouver des conditions beaucoup plus précises pour bénéficier de la garantie. Si, vous vous apercevez au moment de la lecture des CGV que ça n'a pas de sens, que soit les CGV, bah, c'est, le document qui a été repris, de la plateforme sur lequel il y a pas de personnalisation, il y a rien, on fait attention, ça suscite pas trop de confiance. Si, vous voyez que les CGV, elles précisent pas vraiment le contenu, du produit, que c'est pas très clair pour vous, c'est pareil, ça doit pas, ça doit vous alerter. Et après, généralement, on se fait déjà un ordre d'idée, quand on regarde ces documents. En fait, tant que c'est bien encadré et qu'il y a un contrat qui dit effectivement, si tu as respecté à la lettre, ma méthode, mais que tu pas réussi à obtenir telle ou telle chose, heu et que c'est contractuel, là, effectivement, la personne, elle peut bénéficier de son retour de son remboursement, par exemple. Si vraiment c'est, écrit texte sur texte, quoi. Oui, tout à fait. Si c'est alors c'est là où c'est intéressant parce que tu vois, tu indiques si la personne a suivi ma méthode. Par exemple, quand on prend cette garantie, j'ai des clients qui me disent ça, il faut le formaliser. Mais c'est quoi suivre la méthode? Est-ce qu'il faut avoir regardé un certain nombre de modules? Est-ce qu'il faut avoir assisté à un certain nombre de coachings? Est-ce qu'on doit tous les avoir faits? Donc, qu'est-ce que le client doit avoir réalisé pour considérer qu'il a bien suivi la méthode? Et c'est là où c'est très important du côté, de bien cadrer cette garantie, parce que si c'est pas cadré, là, ouais, on va avoir, tous les clients qui vont demander, remboursement parce que, voilà, ça sera intéressant pour eux. Et ça vaut pour beaucoup de clauses des CGV. Souvent, la vraie problématique que l'on a, en tout cas moi lorsque je fais de la revue juridique de CGV, c'est qu'on a des clauses où il peut y avoir des interprétations. Il faut pas d'interprétation, il faut que les clauses elles soient claires, que les zones d'ombre, on les explique directement. Et pour une garantie comme celle-ci, par exemple, il faut vraiment être très précis sur les conditions que doit remplir le client pour bénéficier du remboursement. Mais à partir du moment, il faut qu'on puisse limite pouvoir cocher. OK, tu as bien réalisé ça, on coche. Mais ça doit être des conditions très, très précises et ça permet d'éviter quand même beaucoup, beaucoup de sujets par la suite. Ouais, ouais, c'est clair. Mais je pense que du coup, ça peut avoir aussi une limite, ce genre de garantie, sur le care et le delivery derrière aussi. Et la gestion de problématiques, de litiges, de remboursement, et cetera. Ça a des sujets puisque forcément vous allez avoir des personnes qui, vont tenter après parfois de solliciter des remboursements. Mais, ce que je constate, c'est que si c'est bien cadré, ça posera pas de souci. Parce qu'on a une personne qui nous pose une question: «Regarde l'article 12 de mes CGV, si tu remplis les conditions, envoie-moi tous les documents demandés. Si tu rentres dedans, on te rembourse, sinon non». Donc, lorsque c'est bien cadré, la gestion des litiges, elle va assez vite, en fait. La personne qui s'occupe de cela, elle envoie l'article des CGV, regarde ce que tu as signé. Si tu réponds à ces conditions, OK, donc auquel cas tu nous envoies les éléments suivants, et cetera. Si tu n'y réponds pas, ça marche pas. Et généralement, il y a pas de sujets après, qui vont être, amenés par, le client. OK, ça marche. Je pense qu'on fera un module dédié, peut-être à ça ou même sur la RGPD parce on n'a pas le temps, je pense, d'aborder ça aujourd'hui parce que c'est quand même très important et c'est d'actualité. J'aimerais qu'on parle un petit peu de toi et de savoir, bah, Camille, toi, en tant qu'avocate, comment toi tu gères ton marketing? Non, déjà, premièrement, comment tu qualifierais en 3 mots ton marketing? Mon marketing, je dirais qu'il en est, mon marketing, de toute manière, ça serait principalement des recommandations. Mais je me dirais assez moderne quand même pour une avocate. Je le jugerais comme ça, moderne. Tu peux être plus spécifique par rapport à ça? Qu'est-ce que tu entends par moderne, du coup? Moderne parce que généralement, les avocats, si vous regardez sur internet, bon leur site internet, il fait pas très envie, ça fait une page, mais ils ont tous les mêmes sites.
j'ai un site internet qui ressemble beaucoup plus à celui d'un entrepreneur en ligne qu'à un avocat. De même sur la création, de contenu, ce que je peux publier sur les réseaux, ça se rapproche beaucoup plus de ce que font mes clients que d'un avocat. Donc j'ai une vision très moderne de la profession et je pense que c'est d'ailleurs ce qui me rapproche beaucoup de mes clients, c'est qu'en fait, on est exactement pareil et pour moi, on est dans le même secteur. Hem Et je pense que ça me différencie quand même de beaucoup, d'avocats qui ont encore une vision, très traditionnelle où, il y a pas forcément de posts sur les réseaux ou lorsqu'il y a des posts, c'est quand même très, rédigé en On sent langage la distance. Ouais, ouais. exactement, il y a beaucoup de distance. Moi, j'ai peu de distance enfin, j'ai une distance, vraiment différente avec, mes clients et je pense que ça se reflète aussi, dans mon marketing, dans ma manière, ouais, de proposer du contenu. Donc, moderne, je pense pour mon secteur d'activité. Bien. Du coup, tu disais que tu communiquais, sur Instagram, je crois, principalement, quoi? Exactement. Aujourd'hui, moi, mes canaux d'acquisition, ça va être mes partenariats. Donc, les partenariats que j'ai en cours, souvent, c'est avec des clients. Je vais intervenir donc auprès de leur audience. Ça va être Instagram aussi, hein, grâce à la création de contenu. Et puis après, moi, voilà, c'est les recommandations. Les recommandations aujourd'hui, c'est encore très très important. Je pense que ça fait partie de plus de 90% de mes nouveaux clients. Donc ça reste très important également. Et tu te sens bien, du coup, c'est écologique pour toi de faire ça? Qu'est-ce que tu entends par Là, je viens de titiller. Bah, est-ce que, déjà, qu'est-ce que ça t'a fait de sortir de ce cadre d'avocat où justement c'est les gens qui viennent vers toi à devoir créer du contenu, à te rendre visible, à faire de la vidéo ou des posts sur Internet? Et justement, est-ce que cette stratégie en globale d'acquisition de clients, est-ce que bah, le fait d'être recommandé ou le fait de poser des trucs, c'est vraiment écologique, c'est un truc où tu te sens à l'aise avec ça et en même temps, ça te génère suffisamment de revenus? ça? J'aimerais encore faire plus, c'est-à-dire que même dans la création de contenu, si j'avais tout le temps que je souhaitais, j'aimerais encore faire plus de vidéos, peut-être aller sur YouTube sur des sujets, spécifiques, donner encore plus de valeur, à mon audience. Vraiment, j'ai une réelle volonté. Donc je pense que je peux faire encore plus et l'objectif, ce sera certainement de faire encore plus, sur les prochains mois. Après, pour l'instant, bah, effectivement, moi, c'est un marketing qui est aligné avec moi. J'ai pas de méthode, agressive, pour, aller chercher, des clients. C'est, toujours, je pense, l'authenticité, qui paie et ça marche bien. Mais j'aimerais bien encore plus créer, du contenu et pour donner encore plus de valeur, aux personnes. Mmh. Toi, j'ai l'impression que, dans ce que je vois, c'est beaucoup de sensibilisation aussi, parce qu'on a, je pense, un niveau de conscience de cette légalité, du droit et puis même, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, qui est très, très bas, en tout cas dans le niveau infoprenariat. Oui, effectivement, je pense qu'il y a un aspect, sensibilisation, qui est très important pour moi, transmettre un max sans faire non plus enfin moi j'ai une vision très pragmatique des choses. C'est-à-dire que je vais pas vous dire: «Beh, si vous commencez votre activité, il vous faut un contrat rédigé par un avocat, il faut que vous passiez pour un avocat pour ça» j'ai une vision très pragmatique. J'ai conscience que les choses doivent se faire étape par étape. Donc on sensibilise, mais je suis pas non plus en train de porter des jugements sur les personnes qui se lancent et qui sont pas 100% conformes, pas du tout. Parce que quand on commence, forcément, la priorité, c'est plutôt de créer une offre qui me convienne, qui marche et d'aller chercher des clients et après on s'occupera du juridique petit à petit. Sauf pour le statut, qui est très important aussi au départ. Mais, moi l'objectif en tout cas, c'est de sensibiliser, de mettre des petits points d'attention et puis que la personne se dise: «Ah, ça attire mon attention» et petit à petit, ça mûrit et en tout cas lorsqu'elle voit, l'intérêt pour elle de peut-être sécuriser, certains aspects de son activité, elle enclenche les démarches pour cela. Yes, trop bien. Hem, heu, qu'est-ce que tu dirais finalement si on doit faire un feedback de tout ce parcours? Qu'est-ce que tu dirais à la Camille qui s'est lancée, je sais pas dans les non, qu'est-ce que tu dirais au prof qui t'a dit: «C'est pas fait pour toi le droit»? S'il te voyait justement à travers une vidéo, sur internet, ça serait marrant, mais qu'est-ce que tu lui dirais toi? Je pense qu'il faut jamais écouter, les personnes, autour de nous. Je pense qu'il faut savoir dans quelle direction on veut aller nous et quand on veut y aller, il faut mettre tous les moyens à disposition pour y arriver. Mais tout le monde a la capacité, de faire de grandes choses. C'est
dans la tête que cela se passe, vraiment. Et parfois, il faut savoir aussi mettre un petit peu de côté les personnes qui peuvent avoir des jugements. Je sais que même moi, dans les personnes que j'accompagne, parfois, ils se disent: «Bah, j'ai peur que mon conjoint, si je me lance en société, ça me stresse parce que je vais devoir prouver que ça fonctionne». Mais allez-y, allez-y à 300. Je pense que c'est la meilleure manière déjà de vous être heureux, dans ce que vous faites et voilà, se lancer à fond, tout en sachant qu'effectivement l'entrepreneuriat, bah, c'est des hauts, mais c'est des bas et dans les bas, il faut rebondir, il faut se challenger. C'est pas des moments faciles, c'est vrai, mais je pense que ce que je constate, c'est quand il y a un bas et qu'on rebondit, on va encore plus haut que là où on était précédemment. Et ça, je le vois chez mes clients. Il y en a qui ont des coups durs, ils réfléchissent, ils se posent et 6 mois après, ils sont encore plus hauts, vraiment. Donc faut pas hésiter, à prendre en fait ces événements comme quelque chose de positif qui va nous faire grandir. OK, intéressant. Est-ce que tu es fière de toi, Camille, aujourd'hui? De la femme que tu es devenue? Là où je suis vraiment contente, c'est que je me plais énormément dans ce que je fais. Je suis vraiment alignée, avec qui je suis, ma manière d'exercer, c'est moi. Hem et c'est je pense que c'est ça qui me rend effectivement le plus heureuse et je me dis: «Ah, j'ai bien fait quand même de me lancer en 2019», même si c'était pas facile, hein, de prendre cette décision. Tout ça pour dire, il faut se lancer et on évolue avec le temps et je pense que le plus important, c'est d'être heureux dans ce que l'on fait et ça n'a pas de prix. C'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est d'être vraiment heureux dans ce que l'on fait et de s'épanouir chaque jour auprès des personnes qu'on côtoie Et et c'est j pas facile. C'est bien de le rappeler, mais c'est vrai que c'est pas facile pour des entrepreneurs qui, au départ, aspirent à de la liberté et parfois, justement, finissent dans une prison qu'ils se sont construits eux-mêmes, tu vois? j'en vois beaucoup parce que l'entrepreneuriat, on se dit: «Bah, je vais être libre, je vais pouvoir, aller chez le médecin, le mardi à 14h, je vais pouvoir, m'occuper de mes enfants, voilà, autant que je souhaite, et puis en contre genre, je vais recevoir des revenus». Il y a quand même quelques contraintes, dans l'entrepreneuriat. Donc certes, on a de la flexibilité, mais pour autant, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande de l'investissement parfois aussi, financier qui, n'est pas à négliger pour pouvoir aller chercher vraiment une activité rentable et qui soit durable dans le temps. Il y a quand même des sacrifices à faire pour aller chercher, cette liberté. Je pense que la liberté, elle est avant tout, la liberté de faire ce que l'on souhaite. Après, pour avoir cette liberté financière, ça va quand même nécessiter une énergie importante. C'est là où on voit parfois certaines promesses marketing qui sont un peu trompeuses, c'est qu'il y a pas, l'argent ne tombe pas du ciel. On n'a pas une activité qui se construit du jour au lendemain où, tout est magnifique et on n'a pas besoin d'être dans notre business, on y est, 2 heures par, semaine. Ça vient, mais avant ces étapes-là, généralement, il y a un investissement qui est très, très important et ça me fait rebondir sur un point, c'est qu'il est très important d'être accompagné. Alors, il y a l'aspect juridique, mais il y a plein d'autres aspects dans l'entrepreneuriat qui, sont très, très importants. Le marketing, c'est très important. D'un point de vue administratif, c'est très important. Il y a tout ce qui est, community, manager et cetera, c'est important. Il faut s'entourer des personnes qui ont une expertise dans leur secteur d'activité. On peut pas être bon en tout. Moi, j'étais pas bonne en marketing. Je me suis fait accompagner et c'est très important d'en prendre conscience. Je vois trop d'entrepreneurs qui s'épuisent parce qu'ils essaient d'être partout à la fois. Mais quand on est partout à la fois, on fait rien de bien, finalement. On est très fatigué, mais on n'a pas cette expertise-là et c'est normal, on peut pas être bon dans tout. Donc, c'est important de s'entourer des personnes qui ont vraiment cette expertise et qui vont pouvoir, dans, en tout cas, l'expertise qui est la leur, nous accompagner et nous emmener beaucoup plus loin. Donc c'est très important, de déléguer aussi. Yes, trop bien. Bah, ça sera presque le mot de la fin, parce que je termine toujours par un mini-jeu, entre guillemets. Je vais te poser des petites questions où tu vas pas devoir réfléchir et tu dois répondre justement de manière le plus instantanée. Est-ce que ça te va? Ça me va. Si tu prends un petit déj, est-ce que tu es plutôt salé ou sucré? Sucré. La team gourmande, là. Ton film ou ta série préférée? J'ai pas vraiment de série préférée ou de film préféré. Alors, si j'avais bien aimé La Casa des Papel. Ok, trop bien. T'es plutôt mer ou montagne? Bah, en même temps, t'habites à Nice. Matin ou soir? Matin. Préfère lire un livre ou écouter un podcast?
Lire un livre. ou café? Café. Quand tu veux te détendre, tu préfères faire du sport ou être allongé sur ton canapé? Tu Sport. préfères travailler dans le silence ou avec de la musique? Silence. T'es plutôt organisé ou freestyle? Organisé. Je pense que là, tout le monde aurait misé juste. Et question, allez, marketing, tu préfères 1 million cash maintenant ou 10 000 € par mois à vie? 10 000 € par mois à vie. Trop bien. Écoute, on a terminé. Est-ce que toi, tu aurais un dernier message à faire passer? Peut-être un truc dont on n'a pas parlé ou rebondir sur un truc? T'as le champ libre. Je pense qu'on a déjà, dit pas mal de choses, hein, finalement, dans le podcast, mais s'il y avait un mot de la fin, c'est vraiment, bah, bien s'entourer. Ça, c'est ce que je disais il y a 5 minutes, mais je pense que ça mérite vraiment, c'est de bien s'entourer. N'hésitez pas à prendre conseil autour de vous dans tous les secteurs d'activité. Entourez-vous aussi des bonnes personnes avec lesquelles vous avez un bon feeling, en qui vous avez confiance. C'est important. Moi, je traite aussi des litiges avec les prestataires, donc c'est vraiment important d'avoir un bon feeling, d'avoir la confiance et vous le verrez, ça changera toute votre vision d'entrepreneuriat quand on a des personnes à côté, sur qui on peut vraiment compter. Généralement, il y a de bonnes choses qui se produisent, dans l'activité. Bien. Mais écoute, un grand merci à toi, Camille. On mettra en description ou en bas, je ne sais où, tes différents réseaux sociaux ou des liens justement pour pouvoir potentiellement travailler avec toi. Euh, Hâte de voir les retours des personnes parce que je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Et puis bah moi, je te souhaite le meilleur. Merci Thomas, À bientôt. à bientôt.